J'ai eu l'idée de ce film il y a longtemps maintenant, quand j'ai découvert des images du MIT, c'est un institut de technologie aux États-Unis, et ils font des tests en laboratoire sur des robots. À l'époque, on était en 2017 ou 2018, donc les robots n'étaient pas aussi inquiétants que ceux qu'Elon Musk s'apprête à nous déverser sur le marché. Et on voyait des robots assez maladroits, en train de tomber, d'être poussés par des gars dans des labos. Et je me suis surpris à ressentir un peu d'empathie pour ces machines. C'était un sujet qui m'angoissait plutôt. Et je me suis dit, ok, il y a un personnage de comédie que j'ai jamais vu. Un personnage très burlesque. Jusqu'ici, les représentations de robots au cinéma avaient toujours quelque chose d'assez anxiogène. Dans du cinéma que j'adore, en plus, chez Terminator, Star Wars, voilà, même chez des Pixar, j'avais jamais retrouvé ça. Et là, je me suis dit, ok, j'ai envie de travailler ce personnage-là, mais comme on travaille un personnage d'humain, un Pierre Richard, un burlesque. Et voilà, et puis autour de ce personnage de robot, j'ai construit un regard humain, un regard plus cynique. J'avais besoin de ce regard un peu comme Depardieu sur Pierre Richard, ce regard un peu cynique sur le personnage burlesque. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça, et ça m'a permis d'affronter cette angoisse de la robotique. Bon, après, pendant l'écriture, il y a l'explosion de ChatGPT, il y a l'explosion de la robotique, des robots qui arrivent un peu en masse, au Japon surtout. Et donc le film, qui je croyais était un film un peu d'anticipation, est devenu un film social d'aujourd'hui. Voilà, je suis poète et j'ai été remplacé par un robot. Alors. Ce qui fait que, voilà, je suis dans le besoin et... Est-ce qu'un robot aurait pu écrire cela? Des livres lèvres, agrippés des deux mains au mollet d'une femme lièvre, au bec de livre. Comme ça. Je fais que de la comédie, ça fait des années que je fais ça. En radio, en télé, au cinéma, en court-métrage avant, en scénariste aussi avant. Donc oui, moi de toute façon, mon muscle, c'est la comédie. C'est avec ça que j'affronte mes démons, les angoisses, les sujets comme le réchauffement climatique pour mon prochain film, comme un dictateur, comme la religion. Je trouve que la caricature est ce qu'il y a de plus fort, ce qu'il y a de plus dur aussi. C'est très clivant, je me rends compte en faisant ce film. Contrairement à des drames un peu universels, la comédie, ça fait pas rire tout le monde. Chacun a ses susceptibilités, ses communautés, ses groupes d'appartenance, son éducation, sa culture générale. Donc c'est un genre assez particulier. Après, ouais, non, je trouve que c'est... Enfin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort pour désarmer des peurs. Allez. Je m'appelle Paula et toi tu t'appelles comment? Je suis T0, mais tu peux m'appeler Théo. Paula. Oh, check la porte. C'est l'heure de votre toilette intime, Roger. Non, 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 non. Enlevez votre pantalon. Il n'y a pas de toilette intime. Aujourd'hui, Roger. Moi, c'est l'histoire de ma cinéphilie. Elle est très classique et pompeuse, c'est Chaplin. C'est-à-dire que à 3 ans, je tombe amoureux de ce personnage qui tombe. Je trouve déjà ça drôle. Plus je grandis, plus je les revois, plus je me dis, waouh, il y a un fond politique incroyable. Et donc, et c'est le premier à l'époque où il y avait ces burlesques-là, Buster Keaton, Harold Lloyd, qui eux faisaient vraiment que du pur burlesque, genre un exercice de style burlesque, avec des portes qui tombent, avec des choses comme ça, c'est vraiment de la chorégraphie. Lui, c'est le premier qui a apporté de la dramaturgie et un fil narratif, un personnage attachant, une quête, voilà, le kid, les temps modernes, etc. Il y avait cette recherche-là. Donc moi, pour ce film, c'est vraiment cette écriture, donc ce mélange entre comédie et mélodrame qui m'intéressait. J'avais très envie d'explorer aussi, étant un jeune papa, la relation avec un parent et un enfant, un peu, voilà, il y a ces films comme ça, comme Le Kid, justement, ou Paper Moon de Peter Bogdanovich. Je me dis, ouais, j'avais envie d'explorer aussi cette relation-là. Et donc, ouais, pour le premier, c'est pas uniquement une comédie. Après, moi, ce que je fais d'habitude et ce que j'ai envie de creuser quand même par la suite, c'est quand même vraiment de la comédie, de radicaliser ça. Sans aller jusqu'à l'abstraction. Voilà, des auteurs comme les frères Farrelly, etc. C'est des gens que j'aime beaucoup. En France, je sais que c'est plus délicat de les voir dans une case auteur. Mais voilà, moi, je suis un peu sur cette ligne de crête où j'assume complètement de vouloir faire de la comédie narrative, accessible, grand public. Mais ça reste des films d'auteur avec des moyens d'auteur et avec une forme de radicalité qui ne sont pas si grand public que ça. C'est une petite ligne de crête sur laquelle je mets des gens, des références, des idoles même qui sont voilà, Salvadori, Riyad Satouf, des gens qui font des comédies accessibles, qui peuvent bien fonctionner en salle, mais qui ont une vraie recherche et qui creusent un sillon d'auteur en tout cas. Bonjour. Vous savez pourquoi je suis là? Parce que vous étiez nul à l'école? Mais non. Je travaillais bien à l'école. Est-ce que quelqu'un qui serait nul à l'école
il aurait le droit d'avoir ça? Je crois pas. Je suis pas là pour me faire insulter. Donc c'est Hervé qui va s'occuper de vous. Il s'en prend plein la gueule toute la journée. Bonjour. Dès qu'on fait une mise en scène un peu, en tout cas qu'on cherche un cadre utile, comme Spielberg pour le grand public ou les Farrelly, c'est moins vu. C'est-à-dire que même la critique va moins s'apercevoir des mouvements de caméra, des choix d'accompagner, d'accélérer le mouvement du robot. C'est un personnage qui a beaucoup d'inertie, donc moi j'ai beaucoup travaillé le découpage autour du robot. Et oui, mais j'ai pas voulu faire des choses visuelles. J'ai pas voulu décadrer exprès pour être branché, pour créer quelque chose d'asymétrique. Voilà, je suis pas pour que ça se voit, je suis pour que d'abord on soit au service de l'histoire et au service des personnages. Et quand on a Blanche Gardin et un robot, moi je trouve que j'ai besoin de rien d'autre en fait. C'est-à-dire que oui, j'ai travaillé mes optiques, j'ai travaillé quelque chose d'un peu avec un peu de grain, quelque chose d'un peu vintage, parce que j'aime bien cette comédie, cette science-fiction un peu lo-fi. En plus aussi, j'ai dû faire un petit choix d'humilité, parce que le costume du robot m'a obligé à redécouper le film. Au début, j'avais des idées aussi, hein. C'est un premier film, donc j'avais cette petite envie d'un plan séquence à un moment. Et en fait, la comédienne dans le costume, au bout d'une minute, elle peut plus respirer. Donc j'ai dû redécouper un peu le film, créer un peu plus de découpage justement dans certaines scènes. Arrête de me suivre là. Vous ne devriez pas rester seul, Max. Lâche-moi. Vous avez besoin de moi. Ah ouais? Tu veux m'aider? Oui, Eh ben tu te casses. je ne peux pas Tu me te casser. casses. C'est de ta faute si je l'ai perdu. Vous avez En vu gros, la la comédienne sympathique. qui joue le robot principal, Angélique, et Lucie, c'est celle qui fait le robot secondaire, elles étaient équipées de micros à l'intérieur du casque. Donc on ne les entendait pas jouer, parce que c'était vraiment un casque assez hermétiquement fermé, avec des yeux lumineux fermés, etc. Donc pour que Blanche l'entende, et pour que nous aussi on ait une bonne mélodie de sa voix, on est passé par un micro qui passait dans une console où on faisait un pré-traitement de sa voix pour la masculiniser un petit peu, parce que je voulais que le robot ait une voix masculine face à Blanche, pour aussi un peu plus de conflit, qui est ce truc-là du... parodie aussi un petit peu quelque part l'homme qui veut expliquer à une femme comment faire. Et donc ça pour moi c'était très important dans le film. Et donc on a en direct passé son son, passé sa voix dans un traitement qui revenait dans l'oreillette de Blanche. Donc il y a toujours ce mini décalage. Et moi j'avais aussi un retour avec la voix traitée. Donc j'avais déjà la mélodie du film. Vous devez attacher votre ceinture. En parlant avec des roboticiens, ils disent, à part les voix de IA ou les voix de domotique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas incarnés physiquement par un corps de robot, ces voix-là, elles sont parfaitement humanisées. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui faire de la synthèse vocale parfaitement. On sait, je pourrais reproduire ma voix sans problème. Mais pour les robots qui vont sortir sur le marché, on veut des voix qui fassent un peu faux. Et ils font exprès de rajouter des effets métalliques et de falsifier la voix, parce que sinon il y a un truc qui s'appelle la vallée de l'étrange. C'est-à-dire qu'ils ont cherché, et plus le robot commence à ressembler à un humain en termes de voix, plus les gens sont... c'est vraiment trop étrange pour eux. Et en fait, les robots, pour l'instant, les roboticiens sont encore un peu partagés sur est-ce que les robots vont vraiment nous envahir et est-ce que ça va marcher, parce qu'il y a ce truc d'étrangeté, d'avoir quelque chose à deux bras, deux jambes, voilà, qui est théorisé par un, je ne sais plus comment il s'appelle, un philosophe japonais, voilà, le nom de la vallée de l'étrange, et la voix, donc moi je voulais, en tout cas pour le robot, qu'il ne soit pas étrange et qu'il ait cette voix un peu vintage, quoi, un peu métallique, un peu dans le traitement de la voix. Attention, vous dépassez la limitation de vitesse. N'importe quoi, je suis 5 km/h au-dessus de la vitesse. Je sais même pas pourquoi je lui parle à lui. À votre vitesse, vous devez rester 13 mètres derrière le véhicule devant vous. Et comment tu fais pour calculer 13 mètres en conduisant? Il suffit de multiplier par 3 votre vitesse pour obtenir la distance parcourue en 1 seconde et vous divisez Ta le gueule, tout ta par... gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Le robot, ça a été un long chantier. Moi, bon, déjà pour des choix économiques d'un premier film français, je savais que ce ne serait pas un robot en effets spéciaux. Après, c'est aussi vraiment un choix personnel. Je trouve que les films et les robots au cinéma qui vieillissent le mieux, c'est ces 3 PO du premier Star Wars. Et quand je regarde La Menace Fantôme avec les effets numériques dans les années 90, ça vieillit très mal. Donc tout ce qui est fait en vrai, les costumes, je trouve, traversent l'épreuve du temps, gardent un côté un peu vintage que moi j'aime beaucoup, parce qu'en plus ils traduisent un peu une époque. Metropolis et ces 3 PO qui sont un peu liés représentent une époque du cinéma, une représentation.
Terminator aussi représente les années 90, musclé, les années Reagan. Donc ouais, moi j'ai réfléchi mon robot pas comme un robot du futur, mais comme un robot de l'année du film, de 2024-2025, ce que ça dit, cette révolution ou cette fin du monde qui arrive avec le sourire et avec un truc un peu bienveillant. Donc ouais, c'est moi qui ai beaucoup pensé à ce personnage, inspiré de robots existants, qui sont Asimo, un robot japonais, Pepper, un robot français, avec des visages comme ça très enfantins, très attirants. Donc ouais, moi, les références d'abord esthétiques pour le robot et SF, oui, c'est des comédies plus comme, enfin des comédies, pardon, des films d'anticipation comme ceux de Spike Jonze ou Gondry, c'est-à-dire où il y a quelque chose d'assez lo-fi, assez carton-pâte assumé. C'est quelque chose qui m'a fait peur parce que c'est vrai quand on commence le film et qu'on voit le costume en fabrication, je me dis ouah, ça va être super cheap. Mais en même temps, quand je matais même les making-of de Star Wars, et tu vois les images de tournage avant qu'ils bruitent Chewbacca ou C-3PO, et là je me suis dit putain c'était hyper cheap. Donc, je me suis dit ok, je me rassurais déjà en me disant en post-prod avec le son on peut faire des petits miracles. Mais en fait le premier jour de tournage, c'est d'ailleurs la scène d'ouverture qu'on tourne le premier jour, c'est Blanche Gardin et le robot. Et les gens ne s'arrêtaient pas pour Blanche Gardin, mais pour le robot, en disant « il y a un robot dans la rue, il y a un robot ». Et alors qu'il n'y avait pas les bruitages, que ça faisait ploc, ploc, ploc par terre, qu'on n'entendait pas la voix. Et je me suis dit, bon, si pour les habitants d'Ivry, où on a tourné, c'était un vrai robot, ça m'a un peu rassuré pour le reste du film en me disant les gens y croient. Alors évidemment que les gens qui ont vu beaucoup de SF, qui connaissent les robots, peut-être voient quelques trucs, un petit bout de bas. Mais ouais, il y a ça lui donne aussi, je trouve, ce côté un peu schlag, très français. Pas mal de gens qui voient le film me disent « Ah, c'est très chouette parce que pour une fois, on voit une SF française, c'est-à-dire un peu dysfonctionnelle, un peu... » Alors, je sais pas comment je vais le prendre. Non, mais un peu schlag, vraiment ce côté... ouais, le robot galère, le robot bug, le robot se met à voler, à gueuler, à être en colère. Donc finalement, inconsciemment, j'ai créé un robot de chez nous. Et ça, pour moi, pour qui la politique et la lutte, ce sont des sujets importants, je suis assez content. Ouais. Bah, je sais pas, j'ai étudié la médecine, je sais pas réparer ça, quoi. Il faut redistribuer les richesses. Système de merde. Ah. D'accord. Bon, ça a l'air d'aller quand même. J'ai fait pas mal de recherches avant avec des roboticiens chez Aldébaran en France, en interrogeant des ingénieurs qui m'ont dit à quoi vont ressembler les machines, en tout cas celles qui sont en recherche. C'est tous des hommes blancs. Donc déjà, il y a un truc un peu étrange, c'est que dès qu'ils ont fait des études marketing avec des robots noirs, les gens étaient inquiets, des robots avec des formes féminines, les gens les sexualisaient. Donc ils ont dit, on va faire des robots neutres, donc masculins, et blancs, pour rassurer le public. Donc c'est bien, on reprend les mêmes modèles sociétaux qui nous poussent vers vers le droit dans le mur, et on remet les mêmes sur la technologie. Donc ouais, il y avait déjà ce choix de faire un robot, pas un robot inventé, je voulais finalement un robot assez crédible de l'industrie d'aujourd'hui qui va nous arriver. Que ce soit les robots Tesla, les robots japonais, les robots SoftBank ou les robots, je ne sais plus quelle est la dernière grosse entreprise qui va s'y mettre, mais je le voulais pas comme un perso si original de cinéma, mais comme quelque chose qui allait vraiment nous arriver. L'originalité, je l'ai travaillé après sur plutôt l'intérieur du robot quand il va se faire pervertir et débloquer par Blanche. Mais voilà, après la forme du robot, elle est très dépendante du corps de l'actrice. Parce qu'on a donc casté 2 comédiennes avec des contraintes de taille, des contraintes de minceur, pour qu'elles rentrent dans un costume, parce que très vite, s'il y avait plus d'épaules, avec les couches de protection pour pas qu'elles se blessent, puis la coque du robot, ça aurait fait des robots assez un peu trop robustes, qui auraient peut-être eu une allure un peu trop militaire. Donc là, c'était... ouais, voilà, les contraintes, ça a été aussi des contraintes de fabrication, de ne pas blesser quelqu'un. La démarche, elle vient aussi des mouvements humains à l'intérieur de ce costume. Donc c'est elles qui ont dessiné sa personnalité aussi quelque part. Après, c'est quelque chose qu'on a pas mal travaillé. Et voilà, dans le design, j'avais toujours ça en tête, en fait, ce visage. Dès que j'ai eu les premières images du film qui me sont apparues dans l'écriture, je le voyais comme quelque chose d'irrésistible auquel quelqu'un de très misanthrope, comme le personnage de Blanche, allait essayer de résister. Enfin, j'aimais bien ce côté, voilà, de mettre un truc mignon dans les pattes. Et encore une fois, pour moi, ça veut dire quelque chose, c'est que les iPhones, les smartphones, la technologie, quand elle arrive, elle est irrésistible. Elle n'a pas le visage de Schwarzenegger à moitié brûlé. Elle nous fait pas peur. C'est le diable, mais avec un visage d'ange. Donc c'est ça qui est très dangereux pour moi et qui est plus. Et c'est pour ça que le personnage de robot est pour moi encore plus dangereux, c'est il vient avec des intérêts commerciaux, des intérêts privés, mais il est trop mignon.
Vous ne devriez pas utiliser votre carte bleue. La police pourrait vous localiser. Mais ta gueule! Fallait dire aux gens qu'on va kidnapper un gosse aussi. Nous allons kidnapper un gosse. Non, non, non. Il déconne. C'est un vieux, c'est un T0. C'est de la merde. Parce que je l'ai programmé pour dire de la merde. Je dis de la merde. Il y avait ce côté buddy movie qui est incroyable. D'un coup, je trouve que pour l'apprentissage à deux, la route et le chemin sont toujours un truc assez incroyable, avec des jalons et des passages obligatoires, des passages obligés, c'est toujours sympa, quoi, de station-service, de course-poursuite, de violence, d'abandon. On n'a plus ses repères. Et j'avais besoin un peu que ce personnage de Max, qui était figé depuis des années, se mette en mouvement, à cause et finalement grâce au robot. Et ouais, après, c'est aussi que je suis aussi très influencé, typique, hein, je trouve un grand auteur de comédie populaire, c'est Francis Weber. Et les comédies entre La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, les trois, la sainte trinité des Depardieu, Pierre Richard, ils sont à chaque fois lancés dans une aventure. Il y a quelque chose de très beau d'être coincé avec quelqu'un dans une voiture ou dans un parcours, parce qu'on n'a pas le choix, et je trouve ça toujours très porteur en comédie. Putain, je suis foutu de merde! Est-ce que dépasser la limitation de vitesse vous aiderait à aller mieux? Oui, oui. Mise à jour du traitement. À la base, quand j'ai commencé à l'écrire, ce film, je l'écrivais en pensant à moi, en pensant à un personnage qui me ressemble, parce que je suis un jeune papa aussi, donc il y avait quelque chose c'était un personnage masculin, quelque chose de beaucoup plus intime. Et au final, je me suis dit rapidement que c'était, en parlant avec ma directrice de casting, que c'était plus original, que ce soit un rôle féminin, que ce rôle de parent qui galère, qui emmène son enfant dans des combines. On l'avait peut-être beaucoup vu avec des personnages masculins, Chaplin, tout ça qu'on citait, et moins avec un personnage féminin. Et là, j'ai tout de suite, évidemment, en solution A, pensé à Blanche Gardin, en me disant que jamais elle viendrait sur un premier film fragile avec un robot comme ça. Et finalement, elle est venue, mais c'est vrai que j'ai pas eu besoin de beaucoup réécrire parce qu'il y avait quelque chose de très personnel dedans, et je pense avoir des rages qui ont peut-être été influencées par ces spectacles. En tout cas, on avait une langue un peu commune dans nos colères. Et c'est un personnage un peu d'inspiration Bacri, et je pense que c'est ce qu'elle a aimé. Elle a aimé le fait que ce soit pas un personnage qui soit défini par un genre masculin ou je sais pas quoi, mais juste un personnage drôle et qui lui ressemble. Et après, évidemment, on a peaufiné des choses ensemble, des tonalités d'humour qui, là, sont moins les siennes. Connasse? Oui, connasse, c'est moi. Petite merde. Oui. Abruti. Oh, merci Théo. Je fais un premier film, je sais que personne ne me connaît, donc j'ai pas une identité comme peut l'avoir un Quentin Dupieux, où on se dit « Ah, c'est un film de Dupieux » et peu importe son cast. Quand j'arrive, moi, je fais lire mon scénario à des gens qui ne me connaissent pas, donc qui savent pas à quoi ça va ressembler, qui savent pas à quoi va ressembler le robot, à quoi va ressembler le ton de l'humour, mes choix musicaux, et même si je leur pitch, ils vont pas imaginer ça. Et quand Blanche Gardin, elle, en fait, le premier interlocuteur le plus courageux, c'était elle. Moi, elle me dit « J'y vais, on se lance ». Là, les gens visualisent le film, parce que Blanche a un ADN, qu'elle arrive avec un bagage, tout ce qu'elle nous a raconté sur scène. C'est une actrice, il y a des acteurs plus neutres qui sont des grands compositeurs, et des acteurs, je trouve, plus habités, comme elle, comme Vincent Lindon, comme Mathieu Amalric, où quand ils arrivent dans un film, on se dit « Ah ok, c'est un film de Vincent Lindon, donc c'est un film de Blanche Gardin ». Ils sont plus forts que le rôle, plus forts que les... Et moi, en tout cas, comme jeune réalisateur, je trouve ça une chance énorme, parce que ça a permis de positionner le film. Moi, quand j'essaie de dire c'est une comédie d'auteur, etc., elle représente ça. Donc en fait, c'est tout bénef. Ça a apporté le film à l'endroit que je voulais. Donc j'ai aucun regret de me dire il n'y a pas de... Non, on n'a pas cannibalisé quoi que ce soit. C'est juste que c'est devenu un film de Blanche Gardin. Et c'est tant mieux, ça m'a permis de faire ce film déjà. Allez, on répète. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Timothée et je viens rendre visite à mon grand-père, monsieur Zaou. Ok, mais essaye de croire un petit peu à ce que tu dis, s'il te plaît. Oh, mon pauvre grand-père. Comment il va? Je suis surpris. Papy. Non, on rajoute pas trop. Hein. Sans pleurnicher, c'est nickel. Allez, go. Maman, ton mégot, putain. Oh quoi, putain? On dit pas putain. Faudrait pas de le dire. Moi, je suis ta mère, j'ai le droit. La fille, qui est jouée par Laly Mercier, c'est une... Je l'avais travaillée en amont. Je pense qu'elle n'était pas assez creusée. Et en voyant des essais, en voyant la petite Laly Mercier arriver, je me suis dit, OK, il y a quelque chose à retravailler, elle est vraiment super.
En gros, on reçoit une cinquantaine de vidéos d'enfants, on en sélectionne une dizaine qu'on fait venir, on essaie à Paris, et puis on sélectionne 3 qui vont faire des lectures avec Blanche. Et là, j'en essaye 2 premières avec Blanche, c'est très bien, et puis Lali arrive, et c'était dingue, en fait, parce que, en fait, bizarrement, les actrices, les jeunes actrices qui passaient avant Lali avaient quelque chose de très acteur, professionnel. Et je crois qu'il y a quelque chose qui me faisait un peu flipper, parce que quand on voit des enfants de 8-9 ans jouer très bien, presque comme des adultes, on dirait ces enfants nord-coréens qui jouent parfaitement du violon, on sent une forme d'autorité derrière, un truc un peu marionnettiste qui m'a mis presque un peu mal à l'aise. Et Lali, elle est arrivée, elle était naturelle, pas du tout actrice ou comédienne. Elle était juste drôle, elle a un chuintement dans la bouche quand elle parle, elle a une imperfection. Et ça m'a tout de suite raconté quelque chose de sa vie avec cette mère qui est jouée par Blanche Gardin. Et voilà, quand je les ai vus en lecture, je me suis dit « Ah, c'est intéressant parce qu'elle a du répondant, elle tient tête à Blanche. » Et donc j'ai creusé une petite fille assez indépendante, assez politisée aussi. Et surtout, comme moi, la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise mère ne se pose pas. Max est une super maman. À partir du moment où on passe du temps avec nos enfants et qu'on parle avec eux, on est des super parents, qu'on soit voleur ou patron, ou les deux. À partir du moment où on décide de passer du temps avec nos enfants et qu'elle lui apprend des choses sur la vie, c'est déjà réussi. Et je trouve qu'à l'intérieur de ce monde-là, où les autres parents qui peut-être ne vont pas voler des supermarchés, mais qui filent leurs enfants avec des écrans et des robots, bah, pour moi, sont largement pires. Donc, ouais, ce personnage, il est devenu la preuve que Max était une super mère, quelque part. Voilà, quelqu'un avec beaucoup de répondants. Je me rappelle, j'ai revu Gloria de Cassavetes aussi, où il y a ce binôme entre cette femme complètement, Gena Rowlands, et cet enfant qui a vachement de répondants, vachement de gouailles. Et je me suis dit, putain, ouais, il y a quelque chose de très chouette, de voir presque une forme d'égalité, de complicité là-dedans, qu'elle soit pas juste passive. Tu viens, on va jouer aux dinosaures dans ma chambre. Non, on va pas jouer aux dinosaures, qu'est-ce qu'on a dit? Fais tes devoirs et après tu joues. Là, je montre que des gens en marge dans ce film, que des gens avec des parlers bizarres. C'est que des comédiens qui viennent du théâtre de rue, que ce soit Delphine Barry, Arnaud Aymar, Augustin Chacalpopoulos, Fred Blin, c'est des clowns, c'est des gens que j'ai rencontrés moi en cours de clown, chez Radio Nova. C'est des gens qui ont des parlers différents. Voilà, c'est pas des comédiens qui viennent me donner un texte, c'est des gens, moi je me plais et ils improvisent et ils ont des originalités. Vous pouvez pas rester ici, j'ai appelé la police. Vous pouvez pas rester là. Qui, toi? Je travaille ici. Tu travailles ici? Oui, je travaille ici. Je viens juste récupérer ma fille. Non, ok? pas question, ça marche pas comme ça, madame. Paula! Non, non, je vous laisserai pas sur Pitchoun. Non. Et finalement, pour Lali, pour le personnage de la petite, j'ai trouvé ça aussi chez une enfant. Je savais pas que j'allais le trouver, mais j'ai trouvé ce truc-là où elle est une autre personne, c'est-à-dire qu'elle est un personnage à part entière. Elle n'est pas une enfant d'aujourd'hui ou un rôle d'enfant. Elle est Paula avec son chuintement, son originalité, ses mouvements un peu saccadés, un peu étranges. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien aussi moi, quand je dirige, j'aime beaucoup fermer les yeux et écouter les mélodies des gens, les mélodies des voix. Et elle a ça, quoi. Elle a une voix un peu différente. On parlait des Farrelly tout à l'heure. Moi, j'ai un goût pour montrer tous ces gens étranges, ces flics. Dans le film, il n'y a pas une personne normale. La flic, elle est tarée. Le médecin, il bégaye, il est un peu comme ça. Tout le monde a une forme d'originalité parce que c'est les personnes qui m'intéressent le plus, qu'on voit plus trop, quoi, qu'on marginalise, qu'on pousse en dehors des villes. Et on n'a plus ce qu'on appelait le fou du village, ou les gens comme ça, ou des gens trop gros pour être vrais. Je trouve qu'on n'en voit plus beaucoup. Et je me dis que c'est important de garder ces représentations-là. Ouais.